Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans mon temple et je vous propose de découvrir les légendes antiques des dieux et des héros mythologiques. Alors, allez vous servir un bon verre de vin, installez-vous élégamment sur votre méridienne et plongez avec moi dans l'univers des mythologies antiques. Ulysse est certainement l'un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque. Renommé pour sa grande intelligence, il participe avec d'autres héros légendaires de l'Antiquité à la victoire de la guerre de Troie, puis parcourt le monde en essayant de rentrer chez lui. Ses nombreuses et périlleuses aventures, contées principalement dans l'Iliade et l'Odyssée du poète Homère, assureront sa renommée et feront d'Ulysse le dernier représentant de l'âge des héros. Dans l'Odyssée, le fils d'Ulysse, Télémaque, dresse une rapide généalogie de sa lignée paternelle. Zeus n'a donné qu'un fils aux hommes de ma race. Arcisios, ainsi, n'eut qu'un seul fils, Laërte, et celui-ci n'eut que le seul Ulysse. Puis Ulysse ne laissa au palais que moi seul. Sa lignée maternelle le rattache aussi à un dieu, puisque sa mère, Anticlée, est la fille d'Autolycos, lui-même fils d'Hermès, dieu des voyageurs, mais aussi des voleurs. Après Homère, d'autres poètes ont cherché à lui attribuer une ascendance divine plus directe, faisant d'Ulysse le fils de Sisyphe, connu pour son châtiment, mais moins pour le viol d'Anticlée, déjà promise à Laërte. Ainsi, dans Philoctète, Sophocle qualifie Ulysse de fils de Sisyphe, acheté par Laërte, ou bien dans Ajax, de rejeton de la race infâme de Sisyphe. Cette ascendance est reprise dans les Métamorphoses d'Ovide, qui précise qu'il est né du sang de Sisyphe et tout à fait semblable à lui par les vols et l'artifice. Ainsi, comme de nombreux héros antiques, Ulysse serait un demi-dieu, soit par ses arrière-grands-pères, Zeus et Hermès, soit par son possible père, Sisyphe. D'après Homère, le nom d'Odysseus se rattache au verbe grec se fâcher et deviendra Ulysse par dérivation latine. Mais le nom grec perdure dans le mot Odyssée, qui signifie rapidement voyage d'Ulysse, puis deviendra synonyme d'un long voyage semé d'embûches. Dans son enfance et sa jeunesse, Ulysse fit d'ailleurs de nombreux voyages et se rendit en particulier chez son aïeul maternel Autolycos, qui aurait transmis son ingéniosité à son petit-fils. Homère raconte que c'est lui qui a choisi le nom d'Ulysse. Or, cet Autolycos était allé au pays d'Ithaque pour voir le nouveau-né que lui avait donné sa fille. Euryclée, la nourrice, tenait celui-ci sur ses genoux et dit « Trouve-nous donc un nom pour l'enfant de ta fille. » Alors il prit la parole. « Mon gendre, et vous, ma fille, donnez-lui donc ce nom. Comme j'arrive ici fâché contre beaucoup de gens, que cet enfant se nomme le fâché. » C'est d'ailleurs au cours d'une partie de chasse au sanglier chez son grand-père qu'Ulysse reçut la célèbre blessure à la cuisse qui permet à sa vieille nourrice Euryclée de le reconnaître des années plus tard à son retour à Ithaque. Voici le récit qui suit la chasse. Les fils d'Autolycos s'empressèrent autour de lui, puis bandèrent étroitement la blessure et arrêtèrent le sang noir par une incantation. Ils s'empressèrent de le renvoyer en Ithaque, où son père et sa royale mère, heureux de son retour, lui demandèrent le détail de l'histoire de sa blessure. Il leur raconta qu'un sanglier, de son boutoir, l'avait frappé quand il chassait sur le Parnasse avec Autolycos. Ulysse fut ensuite reçu chez Iphitos, fils d'Eurytos, archer émérite qui provoqua Hercule au tir à l'arc. Digne fils d'Eurytos et donc habile archer lui-même, Iphitos hérita de l'arc divin de son père, présent d'Apollon. Il fit à son tour cadeau de cet arc, du carquois et de flèches imparables à Ulysse, qui lui offrit en retour une épée et une lance, gage d'hospitalité que les héros échangèrent lors de leur rencontre. C'est avec cette arme divine qu'Ulysse, 20 ans plus tard, réussira l'épreuve de l'arc. Ayant atteint l'âge adulte,
il remplaça son père trop âgé sur le trône d'Ithaque et chercha une épouse. Il jeta alors, comme beaucoup d'autres héros de la Grèce antique, son dévolu sur une certaine Hélène. Selon la mythologie, Hélène était la plus belle femme du monde grec. Lorsqu'elle fut en âge de se marier, sa divine beauté attira évidemment tous les jeunes héros et chefs de guerre, y compris Ulysse. La jeune fille tardait à faire son choix, mais voyant que d'autres lui étaient préférés, le jeune Ulysse choisit finalement la jolie cousine d'Hélène, la douce Pénélope. Le père d'Hélène, Tyndare, craignant la colère des prétendants éconduits, cherchait un moyen d'éviter de possibles conflits. C'est alors qu'Ulysse aux 1000 ruses lui conseilla de faire jurer à tous, lorsque le choix de sa fille serait fait, qu'il s'allierait pour défendre l'honneur du marié s'il subissait un outrage. En retour, Ulysse demanda à Tyndare de persuader son frère Icarios de le laisser épouser Pénélope. Celui-ci décréta des jeux, dont le héros fut victorieux, et il remporta la main de sa promise. Mais cette première ruse d'Ulysse eut des conséquences fâcheuses. Finalement, Ménélas fut choisi par Hélène et le couple mena une vie heureuse. Les problèmes commencèrent lors du jugement de Paris. Devant désigner la plus belle des déesses, ce prince troyen choisit Aphrodite, qui lui promit la main de la plus belle femme du monde. Selon les versions, Paris enleva Hélène à Sparte et l'emmena à Troie, ou bien celle-ci, poussée par Aphrodite, choisit de s'enfuir avec lui. Ménélas, le mari trahi, convoqua alors les princes de Grèce qui s'étaient engagés à le défendre. En vertu de leur serment, les Grecs se liguèrent contre Troie, sous le commandement d'Agamemnon, puissant roi de Mycène et frère de Ménélas, pour une guerre qui durera 10 ans. L'Iliade raconte la dernière année de siège et comment Ulysse prit part à la victoire finale des Grecs. Alors que la guerre s'éternisait et que les remparts de Troie demeuraient imprenables, Ulysse imagina le stratagème du cheval qui perdra les Troyens, malgré les avertissements du prêtre Laocoon et de la devineresse Cassandre. Virgile en fait le récit suivant dans l'Énéide, du point de vue d'un Troyen. Brisés par la guerre après tant d'années écoulées, les chefs grecs, inspirés par la divine Pallas, fabriquent un cheval haut comme une montagne, aux flancs tressés de planches de sapin. Le bruit court que ce serait une offrande. Secrètement, ils enferment dans les flancs aveugles de l'animal des hommes d'élite et remplissent de soldats armés les profondes cavités du ventre de la bête. Nous les croyons partis pour Mycène à la faveur des vents. Dès lors, la Troade tout entière se libère. On ouvre les portes, on se plaît à courir au camp, à visiter les lieux désertés et le littoral abandonné. Certains sont stupéfaits devant le funeste présent et admirent la taille du cheval. On suggère de l'introduire dans les murs et de l'installer sur la citadelle. Alors, en tête d'une importante foule qui l'escorte, Laocoon crie de loin « Malheureux concitoyens, quelle immense folie vous prend! Pensez-vous qu'un seul présent des Grecs soit exempt de pièges? Ne connaissez-vous pas Ulysse? Mais nous perçons la muraille et ouvrons les remparts de la ville. Nous installons en notre sainte citadelle ce monstre de malheur. À ce moment aussi, Cassandre ouvre la bouche, dévoilant l'avenir, elle en qui, sur ordre du dieu Apollon, les Troyens n'ont jamais cru. Pendant ce temps, le ciel tourne, la nuit monte de l'océan. On ouvre furtivement les verrous, le cheval rend à l'air libre les hommes qui sortent de leur caisse de bois. Les chefs et l'impitoyable Ulysse glissent le long d'une corde. Ils envahissent la ville ensevelie dans le sommeil et le vin, et par les portes ouvertes, font entrer tous leurs compagnons. La guerre est enfin finie. La ville de Troie est détruite, la plupart des Troyens massacrés, et Hélène rendue à Ménélas. Le courageux et rusé Ulysse, qui compte rentrer rapidement à Ithaque, pressé de retrouver sa femme Pénélope et son jeune fils Télémaque, ne sait pas encore que 10 autres années de péril l'attendent. L'Odyssée raconte des événements qui ont lieu après la guerre de Troie, mais le récit n'est pas chronologique. Il commence dans la dernière année du voyage d'Ulysse
quelques semaines avant son arrivée à Ithaque, alors qu'il se trouve dans l'île de Calypso, où il vient de passer 7 ans près de la nymphe. Les dieux interviennent auprès de la magicienne aux belles boucles pour qu'elle libère le héros, et celui-ci part sur un radeau. Mais Poséidon déchaîne une tempête qui le jette sur le rivage des Phéaciens, où le roi Alkinoos lui offre l'hospitalité. Ulysse fait alors le récit de ses aventures, dont nous verrons les épisodes les plus célèbres. Après une tempête, Ulysse et ses compagnons accostent sur l'île des Cyclopes, où Polyphème, le plus sauvage et le plus célèbre de tous, habite une caverne et vide un troupeau de moutons dont il est le berger. Sans le savoir, Ulysse se réfugie avec ses compagnons dans la caverne du géant, et trouvant une abondante nourriture, ils se servent largement et festoient. À son retour, le Cyclope, furieux, les enferme en roulant un gros rocher à l'entrée de la grotte, puis dévore 2 des compagnons. Après avoir dit à Polyphème qu'il se nomme personne, Ulysse parvient à l'enivrer et, profitant de son profond sommeil, avec l'aide de ses hommes, il enfonce dans l'œil unique du géant un pieu acéré. Fou de douleur, Polyphème appelle à l'aide les autres cyclopes, qui lui demandent qui l'a rendu aveugle. Mais il ne peut répondre que personne. Les autres, le pensant fou, l'abandonnent à son sort. Au matin, les Grecs arrivent à s'enfuir en s'accrochant sous le ventre des moutons afin d'échapper au contrôle du géant aveuglé qui tâte tout ce qui sort de la caverne. Une fois sur son bateau, Ulysse interpelle Polyphème, lui révèle son vrai nom et se moque de lui. Dans sa rage, le Cyclope jette en vain des rochers dans l'eau contre le bateau des Grecs. C'est de ce moment que date la haine du dieu Poséidon, père de Polyphème, à l'égard de l'homme aux 1000 ruses. Ulysse et ses compagnons arrivent ensuite dans l'île d'Éole, le dieu des vents, qui les accueille généreusement. Au bout d'un mois, le héros demande à pouvoir repartir vers Ithaque, retrouver sa femme et son fils. Éole accepte et lui offre des provisions pour le voyage, ainsi qu'une outre, en lui conseillant de la garder soigneusement fermée, car il y avait enfermé tous les vents furieux pour lui permettre de rentrer chez lui sans problème. Au 10e jour de navigation, la flotte aperçoit enfin les côtes d'Ithaque. Ulysse, rassuré et épuisé, succombe au sommeil. Par malheur, ses compagnons, persuadés que l'outre contient des trésors offerts par Éole, l'ouvrent, libérant ainsi tous les vents contraires. Les souffles furieux se déchaînent et les emportent de nouveau vers l'île du dieu des vents, qui, irrité du piètre usage qu'Ulysse a fait de son cadeau et persuadé qu'il est maudit, les chasse cette fois sans ménagement. Le navire d'Ulysse atteint ensuite l'île d'Aiaïé, où réside l'enchanteresse Circé. Après quelques jours de repos, on décide d'envoyer un groupe d'éclaireurs. Euryloque part en compagnie d'une vingtaine d'hommes, tandis qu'Ulysse et les autres restent au navire. Ils découvrent le palais de Circé, entouré d'animaux sauvages qui semblent domestiqués. L'enchanteresse les accueille, mais Euryloque, méfiant, préfère rester dehors. Les hommes entrent dans le palais, et Circé leur donne un breuvage maléfique qui les transforme en porcs. Euryloque repart vers le navire et relate leur disparition à Ulysse. Ulysse se met aussitôt en route pour tenter de sauver ses compagnons et rencontre en chemin Hermès, sous l'apparence d'un beau jeune homme, qui lui indique comment vaincre la magie de Circé grâce à une plante qui bloquera ses sortilèges. La magicienne l'accueille, verse une drogue dans sa boisson, mais le sort ne fonctionne pas. Suivant les conseils d'Hermès, Ulysse la menace alors de son épée. L'enchanteresse tente de le séduire en lui offrant de partager sa couche. Mais Ulysse n'accepte qu'après avoir fait prêter à Circé le grand serment des dieux, qui la rend incapable de lui faire du mal. Ceci fait, ils s'unissent, puis Circé rend leur apparence humaine aux hommes et leur offre l'hospitalité, cette fois sans tromperie. Lorsqu'ils désirent reprendre la mer, la magicienne leur conseille de se méfier des monstres marins. Alors qu'une brise favorable les poussait jusque-là, Ulysse et ses compagnons se trouvent soudainement bloqués près d'un rivage sans vent. Ils prennent les rames et arrivent au pays des sirènes. Ces créatures merveilleuses, mi-femmes, mi-oiseaux, attirent les marins par leurs chants envoûtants
et les amènent à s'échouer sur les récifs où elle les dévore. Suivant les conseils de Circé, le rusé Ulysse met de petites boules de cire dans les oreilles de ses compagnons et désirant entendre le chant merveilleux des sirènes, mais conscient de leur dangerosité, il se fait attacher solidement par ses hommes au mât du bateau. Les étranges voix ensorcellent alors Ulysse, qui demande avec force à être détaché pour les rejoindre. Mais en vain, car les rameurs, qui n'entendent pas le chant magique, continuent leur route et s'éloignent peu à peu du rivage maudit et des dangereuses créatures. Charybde et Scylla sont deux monstres marins qui vivent de part et d'autre du détroit de Messine que doivent traverser Ulysse et ses compagnons. Charybde est un monstre dévastateur, toujours affamé, avec une bouche énorme formant un gouffre puissant qui avale et rejette la mer. En face d'elle, dans une grotte sur une haute falaise escarpée, vit Scylla, une créature ayant un buste de femme et 6 longs coups, chacun surmonté d'une tête de chien armée de 3 rangées de dents. Son hurlement est retentissant et le monstre dévore les marins qui passent près de sa grotte. L'expression « tomber de Charybde en Scylla », qui signifie passer d'un danger à l'autre ou se retrouver la proie d'un danger pire que le premier, illustre bien ce qui attend les marins. Averti par Circé, Ulysse choisit d'éviter Charybde et donc d'affronter Scylla en perdant 6 de ses compagnons, dévorés par l'horrible bête. Ils réussissent ainsi à passer le détroit et accostent sur l'île du Trident où vivent les bœufs sacrés du dieu soleil Hélios. Malgré la faim qui les tenaille, Ulysse interdit à ses hommes de toucher aux troupeaux. Mais certains lui désobéissent et tuent quelques bêtes, ce qui provoque la colère du dieu. Les marins s'enfuient, mais ne peuvent échapper à Zeus, qui, informé par Hélios, déclenche une gigantesque tempête et fait couler le bateau. Seul survivant du naufrage, Ulysse s'accroche à un radeau de fortune, mais pour son malheur, il dérive vers l'horrible Charybde. Sur le point d'être avalé, il s'accroche à un figuier qui poussait au-dessus de la gueule du monstre, et lorsque Charybde recrache son radeau, il parvient à échapper au terrible gouffre et dérive pendant 9 jours, avant d'échouer sur l'île de Calypso. Ayant terminé son récit au roi Alkinoos, le héros réussit enfin, avec l'aide des Phéaciens, à rentrer à Ithaque. En fin de retour chez lui, Ulysse croise la déesse Athéna qui l'invite à se venger des prétendants de Pénélope. En effet, depuis le départ du héros, les nobles du royaume ont accouru au palais pour la courtiser. Ayant envahi la cour, ils sont irrespectueux, pillent les vivres et tuent les troupeaux, mais surtout pressent la pauvre épouse du disparu de choisir l'un d'entre eux. Pénélope les trompe pendant quelques années en affirmant qu'elle ferait son choix lorsqu'elle aurait terminé de tisser le linceul de son beau-père Laërte. Pour faire durer les choses, la fidèle épouse d'Ulysse dénouait la nuit ce qu'elle avait tissé le jour, mais sa manigance est bientôt découverte. C'est là qu'intervint Athéna. La déesse transforme Ulysse en un vieillard misérable, et ainsi métamorphosé, personne ne se doute qu'il est le roi parti depuis 20 ans, à l'exception de son brave chien Argos, qui meurt à l'instant où il voit son maître, et de sa nourrice Euryclée, qui reconnaît la blessure que le sanglier lui avait infligée dans sa jeunesse. Seul son fils Télémaque est mis dans la confidence et va aider son père à se venger et à retrouver son trône. La déesse suggère aussi à Pénélope d'organiser un concours dont le vainqueur obtiendra sa main. Pénélope explique alors aux prétendants « Je vais vous donner l'arc divin d'Ulysse. Celui dont les mains tendront l'arc sans effort et dont la flèche traversera les 12 haches, cet homme-là, je le suivrai. » L'épreuve semble impossible, mais l'arc d'Ulysse est un présent d'Apollon dont les flèches sont imparables. Les prétendants essaient de tendre l'arc, mais ils échouent l'un après l'autre. Le mendiant, sous les moqueries, demande alors à essayer. L'Odyssée raconte ainsi la victoire du héros. Ulysse tendit l'arc avec une facilité extrême. Il saisit une flèche rapide, puis visant tout droit et sans quitter son siège, il la décocha. Elle ne manqua aucune des haches, du premier trou jusqu'au dernier, et ressortit après les avoir traversées toutes.
Éblouis, les prétendants n'ont pas le temps de réagir, car Ulysse dévoile alors sa véritable identité et, aidé de quelques fidèles, de son fils Télémaque et de la déesse Athéna, les massacre tous jusqu'au dernier. La reine Pénélope, qui n'a pas assisté à l'épreuve de l'arc, refuse de croire ses servantes lorsqu'elles lui annoncent le retour de son époux. Craignant avoir affaire à un imposteur, et n'ayant pas vu son mari depuis 20 ans, elle reste très froide. Mais digne épouse de l'homme aux 1000 ruses, elle va elle aussi utiliser un stratagème pour s'assurer de l'identité d'Ulysse. Le soir même, lorsqu'Ulysse lui demande si elle le reconnaît enfin, elle affirme que oui, et demande à Euryclée de déplacer le lit nuptial pour qu'il puisse se coucher. Mais Ulysse s'insurge, car il précise que le lit qu'il a construit lui-même n'est pas déplaçable, car il est pris dans le tronc d'un arbre qui traverse leur chambre. Les époux étant les seuls à avoir accès à cette pièce, Pénélope reconnaît enfin l'époux héroïque qu'elle attendait depuis 20 ans. À la fin de l'Odyssée, Ulysse est donc enfin rentré chez lui, près de sa famille, et a retrouvé son trône. Mais il rapporte à Pénélope une prophétie que lui a faite l'ombre du devin Tirésias, lui prédisant que sa mort viendrait de son fils et de la mer. Et en effet, selon la Télégonie, attribuée à Eugamon de Cyrène, Télégonos, fils qu'Ulysse avait eu de Circé, fait le voyage jusqu'à Ithaque avec quelques compagnons pour connaître son père. Mais ignorant qu'ils étaient arrivés au royaume d'Ulysse, lui et ses hommes se livrent au pillage. Ulysse vient alors pour les repousser et un combat s'engage sur le rivage. Par malheur, Télégonos, qui n'a pas reconnu son père, frappe Ulysse d'une lance dont le bout était fait d'un dard venimeux de raie, accomplissant ainsi la prédiction de Tirésias. Ulysse, mortellement blessé, s'informe de l'identité de l'étranger qui lui ôte la vie et meurt dans les bras de son fils. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles légendes des dieux et héros mythologiques.